Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la distillerie. La saison régulière est terminée. J'ai presque envie de dire enfin 4 défaites consécutives pour les Steelers après une nouvelle défaite ce samedi face aux Bengals, ce qui veut dire que les Steelers terminent malheureusement 6e de la FC, de la conférence AFC effectivement, et rencontreront donc les Ravens au premier tour de playoff ce week-end, encore une fois le samedi soir. Mais d'abord parlons de cette défaite malheureuse contre les Bengals. Tout le monde est de bonne humeur, j'imagine, ce week-end. C'est tous réveillés dimanche matin, même avec le grand sourire jusqu'aux lèvres, non? Jusqu'aux oreilles? Voilà, Hmm, l'enthousiasme. pas vraiment, ouais, non. Ouais, bonjour à tous. Ouais, non, non. Réveil difficile, hein, j'ai pas regardé le match, hein. C'était un peu tard pour moi, mais au réveil, bon, pas de bonnes nouvelles. Et puis une prestation vraiment tristounette, avec des drops. Ils ont tous droppé, hein. Il y en a un qu'on retient, c'est George Pickens, mais tous les autres, ils ont droppé. Et on a une cible qui est pourtant une cible sûre, Freyermuth, qui fait le dernier drop là à la fin du match. Ça nous a tués. On pouvait gagner ce match. Je pense que Will, ton chouchou, ton poulain, malheureusement, on va en parler bientôt quand Ah on va faire ouais, ah là notre là, top flop je suis et triste. inutile de préciser dans quelle catégorie il sera. Lucien Polo, comment ça va? Même sentiment un petit Ça peu? va. Ouais, ça va bien les gars. Écoute, c'était difficile après le match pour s'endormir et au réveil évidemment. J'ai eu le malheur de rester réveillé jusqu'au bout. À un C'est moment, dur. je me suis dit bon, je vais aller dormir à peu près au milieu du troisième quart quand ça commençait vraiment à sentir le sapin et que les Bengals étaient dans la red zone. Je suis allé me laver les dents. Je me suis dit bon, je vais juste vérifier le score, vérifier qu'ils ont bien marqué un touchdown. Ils avaient marqué qu'un field goal, du coup je m'y suis remis. C'est une Ensuite, classique des Steelers, Pittsburgh ça. marque le touchdown de l'espoir et derrière, je reste scotché jusqu'au bout. Je me suis endormi à 6 heures du mat. C'était une catastrophe, donc ouais, pas le meilleur match de la saison, quoi. Les réveils après être restés tard sont toujours beaucoup plus faciles après une victoire qu'après une défaite. Ouais, c'est clair. Polo, pour toi, Salut à le tous, changement d'heure, c'était pas salut un Romain, problème? salut à tous. Non, non. Écoutez, j'avais dit 3 choses importantes la semaine dernière. J'avais dit qu'on allait perdre contre les Bengals. J'avais dit qu'on allait finir à Baltimore. Et j'avais dit qu'on allait être moins ridicule parce que mieux préparé. Cherchez l'intrus. Ouais, Polo, franchement, je sais pas si tu devrais revenir là-dessus. On a fait un épisode de plus d'1 heure la semaine dernière et tu dis que tu as dit que 3 choses importantes. Faut hausser le niveau un petit peu, hein. Mais écoutez, je propose qu'on passe directement au top flop, hein. Will, je te laisse commencer. Tu as déjà donné un nom. Est-ce que tu vas avoir le courage et la force de mettre ton poulain dans les flops? Ah, mais là, on est obligé, hein. Je sais plus combien de drops il a, 3 ou 4. Il a pas, franchement, il était absent. Et puis, il s'embrouillait avec des fans de ce que j'ai vu. Ah, il était vraiment absent sur ce match. Donc oui, forcément, il est en flop. Euh, après, moi, je mettrais tous ceux qui sont capables de recevoir la balle en flop. Parce que on a des images sur tous les receveurs, que ce soit Mike Williams dans la end zone, Freyermuth sur le dernier jeu, Calvin Austin, ils ont tous droppé. Donc moi, je mettrais pratiquement tout le monde, tous les receveurs en flop. Et en Petit top, subterfuge pour pas mettre George j'ai Pickens pas tout de seul. nom Je vois. en particulier, mais je veux juste souligner le fait que voilà, sur ce match, on prend moins de pions, hein, contre une attaque super dynamique. On prend moins de points et malgré tout, on est moins ridicule parce qu'on prend moins de touchdowns et moins de points, même si la prestation elle était pas incroyable, hein. Là, j'ai regardé un peu sur les réseaux, ça parle pas en bien de Tomlin, hein. Ça chauffe un peu pour lui. Et je pense que Tomlin, on pourra y revenir peut-être sur l'épisode de fin de saison, qui, je l'espère, Ouais. ne sera pas la semaine prochaine, mais qui sera la semaine prochaine.
On pourrait y revenir, il y a beaucoup de choses à dire. Lucien, Paulo, est-ce qu'il y a des noms que vous voulez ajouter dans les tops ou dans les flops? Ouais, écoute, moi je retiens quand même quelques points positifs de ce match. Je suis un éternel Plusieurs. optimiste. Ouais, non, quand même. Je pense que par rapport aux trois matchs précédents, il y avait du mieux. Évidemment, surtout en défense. Et c'était quand même le gros point faible et la grosse inquiétude de ces dernières semaines, avec cette histoire de joueurs qui feraient pas assez d'efforts, que les autres joueurs essaieraient de dénoncer, euh, des miscommunications qui auraient dû être réglées déjà en première semaine. Ouais, on voyait que tous les joueurs n'étaient pas vraiment sur la même page sur plusieurs actions. Et là, bon, alors, il y a quand même pas mal de yards qui sont encaissés, mais il y a une certaine solidité en red zone qui est quand même assez remarquable. Il y a juste évidemment le premier drive, comme d'habitude, on prend un touchdown, mais ça c'est une habitude. Et par la suite, la défense a quand même gardé l'équipe dans le match jusqu'au bout, et rien que pour ça, ça C'est vrai. mérite d'être souligné. Les Bengals restaient enfin, ils étaient sur une série de victoires quand même assez longue. Les dynamiques étaient complètement opposées. Ils avaient vraiment encore cet espoir. Ils devaient absolument gagner à tout prix pour se qualifier pour les playoffs. Et malgré tout, la défense a tenu bon face justement à un duo de passeur-receveur qui est peut-être le meilleur de la ligue. Burrow, il pourrait être MVP si les Bengals avaient un meilleur bilan victoire-défaite. Et Jamar Chase va gagner la triple couronne. Donc c'est quand même, je trouve positif qu'au Ouais, c'est vrai. final, Pittsburgh ne prenne que 19 points sur ce match. C'est vrai, pour rajouter à ça, Lucien, c'est vrai que je l'avais aussi. Et peut-être une stat qui a fait la différence par rapport au match précédent, c'est que sur troisième et quatrième down, on a été un petit peu plus efficace que d'habitude. Et c'était pas forcément voilà le rideau de fer sur ces downs-là, mais on est revenu à une moyenne plus acceptable qu'on peut espérer retrouver sur un match normal qu'on peut gagner. Je crois qu'ils sont à 5 sur 13 les Bengals sur troisième, 0 sur 1 sur quatrième. Voilà, c'est pas incroyable, hein, on en concède encore des troisièmes tentatives, mais c'est quand même nettement mieux que ce qu'on a pu voir les semaines précédentes. Donc voilà, je te rejoins Lucien sur la défense en positif. Tu as dit que tu en avais plusieurs des positifs. J'en avais un autre, j'en ai que Ouais, deux. Je te laisse nous étonner. en fait, c'est plutôt plusieurs défenseurs. Il y a quand même pour moi, Will parlait de tous les receveurs. Je trouve que Freiermuth fait comme un bon match. C'est le seul qui surnage un peu dans l'attaque, même si sur le dernier drive, c'est pas vraiment un drop parce que la passe c'est quand même assez dur à catch, mais il aurait pu, selon moi, l'attraper. Après, la question était, donc c'est vraiment la dernière action sur la quatrième tentative alors qu'il reste 10 secondes. Euh, mais même s'il la catchait, j'ai vu un peu des débats sur les réseaux. Ça paraissait très improbable que Pittsburgh arrive à spike et tenter le field goal derrière, qui restait très peu de temps. Mais bref. Donc Freiermuth, je le sauve quand même en attaque. Et puis en défense, il y a plusieurs joueurs. Pour moi, il y a quand même Deshaun Elliott qui montre qu'il est indispensable à cette défense. Cam Hayward qui est toujours aussi impressionnant, qui fait peut-être une des meilleures saisons de sa carrière. Il encore dévie une passe ou deux, il mène la NFL dans cette statistique de passes contrées. Et globalement, je trouvais que la défense contre la course a bien fonctionné, même si les Bengals étaient vraiment pénalisés par l'absence de Chase Brown et n'ont pas vraiment été dangereux à la course. Pour te rejoindre aussi sur Freiermuth, hein, il a 8 sur 11 et 85 yards. C'est vrai que voilà, j'avais noté aussi le drop de son dernier draft qui est catastrophique et qui met fin aux espoirs des Steelers tout simplement sur ce match. J'avais un autre nom quand même en défense, c'est Benny Bishop, qui a très très peu joué. Je vais en revenir dans mes flops. Très très peu joué Benny Bishop, mais quand même qui arrive à s'en sortir avec encore une interception. On a parlé la semaine dernière du fait qu'il jouait pas forcément beaucoup et que Cam Sutton jouait peut-être plus que ce qu'on aimerait bien voir dans le slot. Donc c'est bien de l'avoir. Et je suis en train de rechercher la stat parce que tu as parlé de Deshaun Elliott. J'ai été très surpris de voir. Je crois que la note PFF de Deshaun Elliott cette semaine, c'est la plus mauvaise de la défense des Steelers. Essayez de retrouver ça.
Mais c'est vrai que j'ai vu une partie du match, mais j'étais assez surpris de voir ça. Pour moi, il y a eu 2 ou 3 actions où il fait ce qu'on attendait de lui et ce qui n'était pas trop fait ces dernières semaines. Où il vient sauver des third down, il finit bien son tacle et son plaquage pour empêcher le receveur adverse de gratter les 2-3 yards en plus qui font bouger les chaînes. Et je pense que aussi dans la communication et tout, par rapport aux semaines précédentes, son retour fait quand même globalement du bien au backfield des Steelers. Pour moi, sur la défense, j'en mets aucun en flop, hein. Tous les flops pour moi sont en attaque. Tu gardes une des meilleures attaques de la ligue à 19 points. Je voyais, en moyenne, ils mettaient 28 points, donc tu les mets quasiment à 9 points en dessous sur leur moyenne. Chase, 96 yards. Higgins, 53 yards. Donc, quand tu gardes ce type de receveur à ce niveau-là, tu as fait plutôt un bon travail. Corey Trice, il est un peu au chou sur le premier touchdown, mais sinon, il fait son boulot. Tu prends ça. Si je te donnais ces chiffres-là avant le match, si je te disais que le play le plus long pour les Bengals, ça serait 19 yards, que tu gardes les Bengals à 19 points, je pense que tu mets pas mal d'argent sur une victoire des Steelers. Donc, non, mais de toute façon, de façon générale, je trouve sur le dernier mois, pour moi, j'en veux très peu à la défense. La défense fait un meilleur match aujourd'hui que ces samedi que ces trois matchs précédents. Mais c'est l'attaque qui nous met dedans, je pense. J'ai une question pour Polo. T'étais au match, non? Ouais, j'étais au match, ouais. C'était comment? T'es resté jusqu'à la fin? Non, je suis pas resté. Je disais ça à Lucien. Non, je suis pas resté jusqu'à la fin. Je suis allé boire un whisky dans un bar après pour la 4e période. Mais c'était marrant parce que je me faisais la réflexion. Je m'attendais à ce que l'atmosphère soit assez négative, il faisait très froid. Je vous ai parlé du collant, hein, donc je l'ai mis. Et je m'attendais à ce qu'il y ait une ambiance un peu moyenne. En fait, non, le stade était plein ou quasiment plein. Donc les supporters étaient là, quoi. Franchement, et ce qui est bien dans ce type de match-là, c'est que t'as surtout les fans qui sont vraiment hardcore, qui sont là. veulent voir le match quand tu vas voir un match à moins 10, t'es motivé. T'aimes le foot et t'aimes les Steelers. Ouais. J'ai plusieurs flops, pour être honnête, mais j'en ai noté 4. Il y en a un qui est un joueur, Will et George Pickens. Les 3. Écoutez, j'essaie de jamais dire des choses trop violentes et de dire des gros mots sur ce podcast. Mais là, au risque de choquer certains, ça me court sur le haricot. Voilà, je l'ai dit. Le coaching, il y a plusieurs éléments j'en veux au coach. Désolé hein, si j'ai choqué avec ce langage. Il y a 3 éléments pour moi. 1, il y a le game plan. 2, il y a la gestion des match-ups. Ça, c'est 2 choses que j'ai déjà dit plusieurs fois. Et 3, il y a l'utilisation des joueurs. Et je vais vous donner quelques stats sur les snaps joués par certains joueurs qui, pour moi, sont absolument incompréhensibles. Je vais commencer par le game plan. Tomlin l'a expliqué après le match. La volonté, c'était de jouer au sol pour s'assurer que Joe Burrow n'ait pas trop la balle en main. Donc, on fait des drives longs avec la course, on joue le chrono comme ça et on laisse moins de temps à Joe Burrow. Bon, très bien. Est-ce que ça a fonctionné? Non, pas du tout. Les Bengals ont eu 38 minutes de possession, les Steelers 22. Les Bengals ont quand même joué 71 plays. Je ne sais pas regarder tous les autres matchs, mais ça me semble assez rare qu'une équipe puisse jouer 71 plays hors prolongation quand il y en a. Donc ça n'a pas du tout marché. Et puis l'ajustement n'est jamais arrivé. On a vu très bien, très rapidement que de toute façon ce plan de jeu ne fonctionnait pas. Et on ne s'est pas ajusté jusqu'à, je sais pas, 3e, 4e quart. Et encore, il y a une autre stat qui est sympa. Et le sympa est ironique. Sur tous les first downs, dans tout le match, jusqu'au 2-minute drill, les Steelers ont fait une course. Sur tous les first downs.
c'est un stéréotype vraiment d'attaque old school, ou voilà, du run pass. On est vraiment, je pense vraiment qu'on est l'équipe la plus prévisible de la ligue. Et il ne faut pas s'étonner qu'on n'arrive pas à surprendre qui que ce soit en faisant exactement ce à quoi il s'attend. Donc ça, c'est une chose sur le game plan. Effectivement, je veux aussi rappeler que la dernière fois qu'on a joué les Bengals, on a réussi à marquer 44 points. C'est en jouant sur leur faiblesse, qui était la défense dans les airs. C'est toujours le cas, ça reste leur faiblesse. Et pourtant, on a dit non, ça a bien marché la dernière fois, du coup, on va pas le refaire. Voilà, ça c'est le premier coup de gueule un petit peu violent sur le game plan. Deuxième chose, la gestion des match-ups. Et je vais juste citer deux noms et deux match-ups. Le premier, on a parlé de Corey Trice tout à l'heure. Corey Trice, avant le match de samedi, il avait joué 3 matchs en NFL. 3. On l'a mis, non seulement on le met sur Jamar Chase, en 1 contre 1, c'est pas un cadeau. En plus de ça, on reste en cover 3, il y a un seul deep safety, donc il n'a pas en permanence l'aide de ce safety derrière lui. Ça aussi, pourquoi je veux dire, à quoi tu t'attends quand tu mets un mec qui a 3 matchs en NFL sur le meilleur receveur de la ligue? On ne peut pas être surpris que ça n'ait pas forcément bien fonctionné et qu'il ait eu quelques difficultés avec notamment des pénalités. Et au-delà de ça, pour Corey Trice, le troisième cadeau qu'on lui a fait, c'est ce qu'il a déclaré après le match, c'est que jusqu'au samedi, on ne lui avait pas dit qu'il serait titulaire. Mais il s'en doutait un petit peu, effectivement. Mais à aucun moment, on lui a dit, Corey, c'est toi qui joues. Samedi, on va te mettre en plus sur Jamar Chase. Là, tu t'envoies un mec au feu comme ça, en lui faisant 3 contre-cadeaux, je ne sais pas si c'est quoi le mot, mais c'est vraiment, c'est pas normal. Au-delà de ça, j'avais parlé dans le dernier épisode de Dan Moore, qui faisait face à Trent Hendrickson, qui était déjà le meneur de la ligue en nombre de sacs. Et j'avais dit qu'il serait important de lui donner de l'aide avec Darnell Washington. Ouais. Je me souviens peut-être d'un ou deux snaps que j'ai vu, effectivement, je n'ai pas vu tout le match, où il a de l'aide. Et en plus, c'était même pas Washington, c'était pas Trey Amos. À quoi on s'attend? Je veux dire, à quoi on s'attend? Tu mets un joueur qui est en difficulté, Dan Moore il est en difficulté depuis la bye week. On sait que face à des mecs élites, voilà, on a contraint de gérer, il y a eu de l'aide. Et on l'a pas fait. Et c'est pas surprenant. Pour revenir peut-être sur Tomlin, je pense que c'est un peu sa façon de faire, de dire à des joueurs, hey, gros challenge pour toi cette semaine, il faut que tu te mettes au niveau, etc. On l'a vu avec Herbig il y a quelques semaines, c'était dans Hard Knocks. Je veux bien, mais au bout d'un moment, les joueurs, si tu peux les motiver autant que tu veux, si malheureusement le talent et les qualités sont un petit peu limités, ils vont pas se transformer parce que tu leur dis, hey, gros challenge pour toi cette semaine. Ça, c'est la gestion des match-ups. Désolé, je continue à me plaindre. L'utilisation des joueurs. Alors, celui qui m'a le plus surpris, c'est Jalen Warren. Parce que dans la semaine, pendant l'entraînement, Arthur Smith, en conférence de presse, on lui a posé une question sur Jalen Warren. Il a dit oui, c'est vrai qu'il est vraiment à son pic maintenant. Il est revenu de sa blessure, il est en forme. Ça a bien fonctionné le match précédent. Effectivement, il a eu beaucoup de succès. Jalen Warren, il a joué. Je vais chercher le chiffre exact pour pas dire de bêtises. Jalen Warren, il a joué 23 snaps et il a eu le ballon 6 fois, 6 courses. Je ne sais pas comment expliquer ça. Franchement, c'est un mystère. Un autre joueur dont on a parlé, Benny Bishop, qui a réussi à faire une interception en jouant 6 ou 7 snaps. Comme Sutton, que apparemment tout le monde pointait du doigt avant, il en a joué 10 fois plus. Il a joué 61 snaps. Encore une fois, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à voir à quoi il pense. Je ne sais pas. Les receveurs, on a parlé aussi. Will t'a dit qu'effectivement, c'était un flop dans son intégralité. Et je suis d'accord. Van Jefferson joue plus de snaps que Calvin Austin. Calvin Austin, on en a parlé il y a quelques semaines en disant que c'était un petit peu une bonne surprise cette saison. Je me rappelle avoir tweeté Russell Wilson va nous transformer Calvin Austin en Tyler Lockett. Ouais, ciblé une fois. Mike Williams, 13 snaps. J'ai vraiment pas d'explication. J'espère que ça va changer pour le match qui arrive, mais voilà. Je suis au bout du rouleau, pour utiliser notre expression un petit peu vulgaire. Je me plains ou j'en fais trop? Alors juste, moi, je voulais peut-être revenir sur Benny Bishop. On a déjà eu le cas, et ça c'est du Tomlin tout craché. On a déjà eu le cas, souvenez-vous, avec un de nos meilleurs receveurs dans l'histoire des Steelers, Chase Claypool, qui avait fait une saison rookie incroyable.
mais qui avait quand même été benché juste parce qu'il était rookie et qu'il faut protéger les rookies. Ça, c'est du Tomlin tout craché, il faut protéger les rookies. Et je pense que pour Benny Bishop, c'est la même chose. Il fait une bonne saison, mais pour pas que ça leur monte au cerveau, je pense que c'est l'hypothèse ou c'est la thèse de Tomlin, mais pour pas que ça leur monte au cerveau, ils sont mis sur le côté, sur un, deux matchs, on fait jouer les vétérans, parce que les vétérans, je sais pas, c'est peut-être des histoires de contrat, je sais pas, mais c'est pas la première fois qu'on voit ça. Et pour moi, c'est pas la bonne manière de faire, puisque normalement c'est celui qui est meilleur qui doit jouer. Et là, sur ce cas-là, Benny Bishop a montré beaucoup plus de choses que Cam Sutton. Malheureusement, il le fait pas jouer. Ouais, c'est vrai. Et puis, il y avait aussi le cas l'année passée avec Porter Junior qui a quand même mis du temps avant d'être mis sur le terrain. Alors, il avait le statut de deuxième tour, quasiment un premier Ouais, tour, hein, parce qu'il avait été pick au 32e choix. Donc, il avait un peu plus peut-être cette obligation, entre guillemets, de le faire jouer plus vite. Et là, Billy Bishop, c'est pas le cas. Donc, peut-être que ouais, comme tu dis, il y a cette question d'ego. Tu te dis, tu te fais bench pour un mec qui est pas drafté. Ouais, peut-être c'est la façon qu'a Tomlin de gérer. Il se dit, il vise au long terme, il vise peut-être aussi sur les effectifs des saisons suivantes. C'est difficile de trouver les explications, mais c'est vrai que ça peut être un peu frustrant quand on voit les performances de chacun. ouais. Et je pense qu'on le Je comprends reverra. Hein. Tant que je Tomlin comprends sera ce que là, tu on veux le dire, oui, reverra. sur le fait de ne pas vouloir jeter un rookie au feu trop tôt, etc. Mais il a été jeté au feu dès le début parce que Cam Sutton était suspendu pendant 8 matchs. Donc, Vinny Bishop, il a fait 8 matchs avant que Cam Sutton revienne. Il a, effectivement, tout n'a pas été parfait. Il a des limites aussi physiques, etc. Mais après, tu lui dis, bah écoute, ça y est, tu redeviens un requin remplaçant. Cam Sutton est là, tu fais quasiment plus jouer. Pour moi, c'est encore plus dangereux que de le faire trop jouer. Tu mets un coup au moral en disant, bah super, t'as fait du bon taf, mais maintenant, tu retournes au placard. Gestion qui, pour moi, est Ouais. difficile à faire. C'est brusque, hein, c'est clair. Polo, est-ce que je me plains trop? Non, ben moi, encore une fois, vous parlez de la défense. T'as gardé les Bengals à 19 points. Pour moi, pour moi, ce qui est incroyable, c'est que l'attaque, on a seulement atteint les 100 yards dans le quatrième quart-temps. J'imagine que jusqu'au quatrième quart-temps, on ne fait pas 100 yards. Ça fait mal au cul. Ce qui fait mal, c'est que sur le dernier drive, tu as le ballon au 24, tu as besoin de 40 yards pour mettre Field pour goal. se mettre en position de field goals et tu n'arrives même pas à faire ces 40 ou 50 yards. Je pense 40 yards, tu le fais. Mais bon, c'est terrible. Romain, tu parlais de Mike Tomlin. Je trouve que sa conférence de presse est terrible. Il parle notre identité, c'est de courir la balle. Vous savez que on est la quatrième équipe en termes de rush attempts dans la ligue. Et en net yards, en rushing yards, on est la 26e. Donc en gros, on est une des équipes qui tente le plus de faire courir le ballon et on est une des équipes qui arrive le moins. Et je trouve que c'est là le problème, c'est là où moi j'ai un peu un problème avec Mike Tomlin, c'est que c'est vraiment ça frôle le dogmatisme. C'est parce qu'il décide que l'identité c'est de faire courir le ballon, alors on va courir le ballon, alors qu'à l'aller on les avait battus en faisant la passe. Et donc effectivement, j'avais une autre version de ta stat, Romain, c'était on a fait courir le ballon sur 12 des 15 premiers downs. 12 des 15 premiers downs, on a fait courir le ballon. Donc effectivement, c'est facile de se préparer contre nous. Ils savent ce qu'on va faire. Ouais. Et pour rebondir sur, tu parles de la conférence de presse de Tomlin. Lui, il se défend aussi en disant que pour justifier le fait que mais vous courez beaucoup trop et c'est pas efficace, pourquoi vous continuez? Et il justifie en disant mais en fait le plus important c'est de rester de pas prendre trop de risques.
Et pour lui, c'est ça, c'est tu cours, tu cours, tu risques pas de lancer d'interception. Alors il y a des fumbles, mais c'est globalement moins risqué et il y a quand même un peu comment dire, d'expérience qui parle en sa faveur, où il y a pas mal de matchs effectivement où la ball security a fait la différence, mais sur une saison comme la saison actuelle où tu as vu que tu avais une attaque, si tu l'as laissé, enfin, tu lâchais des chevaux, tu es capable de marquer plus de 30 points, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Pourquoi tout à coup se restreindre alors que c'est pas forcément comme ça que ça a mieux fonctionné cette saison? Et ça, je trouve que ça dit pas mal sur aussi peut-être pas la totale confiance qu'il a en Russell Wilson, parce que s'il avait totale confiance en Wilson, il le laisserait un peu plus lancer la balle. Donc, je sais Mais, pas trop. Effectivement, c'est mais c'est t'as raison, assez. Ouais. t'as raison, cette histoire de risque, moi aussi, pareil, je l'ai noté. Mais même, je trouve que c'est outdated. Enfin, Mm. cette idée que tu prends de moins de risques, moi, je sais pas, tu fais que courir le ballon et t'es derrière à chaque fois dans les équipes, à chaque fois t'es derrière au score. Bah, peut-être qu'il faudrait prendre des risques. Je sais pas, j'ai vu Detroit jouer dimanche. Bah, tu te prends une claque, quoi. Ça, c'est une équipe C'est qui clair. prend des risques, mais c'est un autre sport. Ah, il faut se mouiller la nuque quand tu Enfin, regardes les plays de Ben Johnson. Hein. Ouais. il Est-ce y que a, il vous, y a, il y a, il y a une. Attends, je veux juste terminer sur ça. Il y a une des phrases mythiques de Tomlin qui dit qu'il ne recherche pas le confort. Et ça va, euh, ça va pas avec ce qu'il fait sur un terrain où en fait il cherche les plays les plus sûrs, il prend jamais de risques et il lance pas la balle au milieu du terrain. C'est ce qui avait été relevé par un gars que je suis. Et on lance jamais au milieu du terrain, on va toujours lancer des fades sur les côtés, que ce soit sur pick and ou que ce soit sur. C'est c'est prévisible. C'est course, course, fade. Course, course, fade. Et ça, Je, bah, ça marche pas. je- je croyais que tu allais dire qu'il dit toujours qu'on ne vit pas dans nos peurs. Et pour ouais, moi, c'est son histoire de Voilà, il y a risque. ça Tu vois, aussi. c'est le vivre dans ses peurs. Mm. C'est ça. Il y a une stat en attaque qui est incroyable aussi. Vous savez que sur la saison, qui est le deuxième receveur qui a eu le plus de snaps? Le deuxième, Receveur. Van Van Jefferson. Jefferson. Ouais, Ouais, ouais. Est-ce Pas que, étonnant. est-ce que vous pouvez me donner une action sur on a combien? On a eu 17 matchs maintenant. Une action où, je sais pas, Moi, j'ai un catch de Van Jefferson en tête, mais t'en as un? ok. Monday C'était Night quand? Football contre les Giants, les Giants. sideline catch, il est un peu genre sur un genou et puis il l'attrape un peu C'est en. vrai. Ça fait deux en Puis après, il y a tête. Pickens qui va célébrer avec lui et puis j'étais en mode, ah, ils sont cool, ils célèbrent ensemble, c'est sympa. C'est le moment où on était heureux et on y croyait encore, quoi. Je voudrais Je revenir voudrais sur revenir Moi, sur tu peux rebondir. un Ouais. truc dont on a parlé. On parle effectivement de l'absence de risque, que c'est très conservateur comme game plan, etc. Est-ce que vous pensez que si ce match face aux Bengals était déterminant pour les playoffs, c'est-à-dire que si c'était victoire, on y va, défaite, on n'y va pas, est-ce que le game plan aurait été différent selon vous? Ouais, je sais. Hmm, Vas-y, William. Alors, est-ce qu'il y aura une prise de risque est-ce qu'il y aurait eu une prise de risque si c'était les playoffs? Je pense pas. Parce que je pense qu'on le verra là au prochain match. Ce sera pire en termes de prise de risque. On avoisinera les zéros. Parce que on a vécu les 40 points des Browns. Et je pense qu'on veut plus revivre ça. Tomlin non plus ne veut plus revivre ça. Donc, ce sera, selon moi, un match super défensif et on va serrer les boulons et non, il n'y aura pas de prise de risque. Avant de passer sur le match des Ravens qui nous attend, et j'ai une stat qui va certainement aller dans ton sens, Will, malheureusement. Mais avant ça, je vous propose qu'on regarde rapidement le reste de la NFL, avec donc le bracket des playoffs qui est maintenant disponible. Est-ce qu'il y a un match-up qui vous attire dans ce premier tour des playoffs, ou un qui vous met un petit peu l'eau à la bouche? Steelers Ravens. Steelers Ravens, c'est la rédemption. Non, il y aura rien du tout. Moi, le match, je pense,
qui sera intéressant, ce sera Bills Broncos. Parce que, mine de rien, les Broncos, je sais pas, ils peuvent, Termine fort. Bonix est en feu. ils peuvent faire, ouais, voilà, il est en feu, ils ont une bonne défense, ils peuvent faire quelque chose. Le upset, comme on dit. Mm. Et côté NFC, le match des Eagles, il va être intéressant. Je pense que l'équipe qui gagne là, c'est Eagles-Rams, je crois. C'est bien ça, Eagles hein, Packers. Eagles. Green Bay. Ah, c'est Eagles-Packers. Ouais, celui-là, il va être, Ça a l'air sympa. va être intéressant. Et du coup, les Rams, parce que les Rams en playoff, c'est toujours pas mal. C'est toujours, ça finit toujours bien. Donc, moi, les équipes que je suivrai en NFC, c'est Rams et Eagles. Même si je les vois pas au Super Bowl, je pense qu'ils iront assez loin. Ouais, moi je sens bien les Rams contre les Vikings. Le dernier match, le Minnesota Détroit, du dernier match de la saison régulière où Détroit a gagné contre les Vikings assez largement, me fait sentir un peu le flop Minnesota. Ils ont le seed 5, ils jouent pas à domicile. Bon, c'est à Los Angeles, mais ça peut être une des meilleures une des meilleures équipes de la saison régulière qui prend la porte dès le premier tour, un peu à la Dallas ces dernières saisons. Et les Rams sont quand même une équipe, il y a de l'expérience dedans. Stafford en playoff, voilà, il faut s'en méfier. Moi, je sens un peu l'upset de ce côté-là. On t'a pas parlé de Washington, Tampa Bay, mais c'est vrai que ces deux équipes, Washington a moins bien terminé, même s'ils sont un peu repris. Mais Mayfield fait quand même toujours un bon taf aussi avec Tampa, donc ça peut être aussi un match intéressant, même si je pense que Washington devrait passer. Et puis Packers Eagles, ouais, c'est peut-être aussi un match assez, ça peut être très serré aussi, même si les Packers joueront pas à domicile. Les Eagles ont reposé pas mal leurs starters. Saquon n'est pas allé chercher le record. Saquon Barkley a pas joué, il a pas joué, il a pas été chercher le record, donc ils arrivent en pleine forme. Est-ce que ça va être la journée de repos qui au final n'est pas si bénéfique que ça à avoir? Débat éternel. Mais moi j'attends surtout de voir Détroit en playoff, qui quand même pour moi est archi favori Ouais, pour aller au Super Bowl en NFC, c'est un quoi. peu ma question. Est-ce que personnellement, je suis un peu comme oui, les match-ups en NFC m'intéressent plus, en tout cas, sont plus alléchants que l'AFC ce week-end, je trouve. Y compris le Commanders Buccaneers, qui, pour moi, peu importe qui gagne ce match, perdra au match suivant. Mais ce match-là peut être fou. Il peut y avoir 4 Ouais, ça peut être turnovers un de chaque festival, ouais. côté. Ça finit à 38-36. Ça peut être super intéressant comme match. Mais je reste sur la position qu'en NFC, j'ai du mal à voir qui que ce soit aller chercher Détroit. On l'a vu, comme tu as dit, contre les Vikings, ils ont été surdominants. Un Jahmyr Gibbs qui met 4 touchdowns, je crois. Il a pas fait ça pendant la saison fantasy quand je l'avais, mais effectivement, dès que la saison fantasy s'arrête, il revient. Mais ouais, est-ce que vous voyez quelqu'un aller chercher Détroit ou est-ce que Détroit est vraiment au-dessus en NFC? Ce qui peut être intéressant, c'est que si les Vikings battent LA et que les Buccaneers gagnent également, il y a un rematch contre Denver, contre Détroit, Minnesota. Et je crois le coach de Détroit a dit au coach de Minnesota, on se voit dans 2 semaines. Donc, Ah ouais. je pense que ça pourrait envoyer ça un peu aussi. Bon, je pense que Philadelphia, c'est costaud. Hein. Moi, Philadelphie, Détroit, je ne sais pas si je parie sur Détroit, mais peut-être que. C'est vrai. Moi, avec l'expérience de Jalen Hurts, je ne sais pas s'il a plus d'expérience, mais en tout cas, l'équipe, pour moi, je pense, elle pourrait créer la surprise. L'équipe des Eagles, hein, elle pourrait créer la surprise, même si j'aimerais beaucoup voir Détroit au Super Bowl. Hein, ce serait leur premier Super Bowl, hein, le premier Super Bowl de la franchise. Même si j'aimerais beaucoup les voir au Super Bowl. Je sais pas, il y a des fébrilités. Enfin, ils n'ont pas montré au cours de la saison, mais je les sens pas. Surtout en playoff. On l'a vu l'année dernière, hein, ils se sont fait sortir, je crois, au premier ou au deuxième tour. Donc, je sais pas. En playoff, je les sens pas.
On verra après, hein, on verra si j'ai raison ou pas. Mais... Et si on se En AFC, penche sur l'AFC, vas-y, Polo, exactement ce que j'allais faire. ouais, j'ai quand même dire que bon, je pense que les Bills vont quand même mettre une trempe aux Broncos, même si bon, peut-être que c'est devenu une meilleure équipe, mais je pense que les Bills c'est plus fort. Faut quand même dire que si les Steelers gagnent, on retourne à Arrowhead et ça sera, faudra battre Mahomes. Sauf, Donc, sauf si Denver gagne contre Buffalo, auquel cas Denver ira à sauf si Denver Kansas. gagne. Oui. Ouais, sauf si Denver gagne, mais encore une fois, c'est contre les Bills, donc ouais. C'est beaucoup de si, mais bon, c'est quand même encore un scénario. Encore une fois, va falloir qu'on aille. Enfin, si tu vas aller au bout, faut passer par Kansas, quoi. Ouais. Alors, ça, personnellement, je trouve que à la fois Buffalo et évidemment Kansas, je suis pas le seul à le dire, mais peut-être sont moins dominantes que les années précédentes. Et du coup, je trouve l'AFC assez ouverte. Même peut-être pour une équipe qui Oui, a fait une moyenne de 15 points marqués sur les 4 derniers matchs de la saison. Alors peut-être. C'est ça. Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que toutes les équipes derrière sont aussi un peu moins fortes que les années précédentes. Houston est moins impressionnant. Même les Chargers, même s'ils finissent avec un meilleur bilan, c'est la première saison avec Harbaugh, et puis ils ont perdu beaucoup de receveurs. Tu sens qu'ils sont pas. Ouais, c'est pas un rouleau compresseur. Bon, Pittsburgh, on en parle suffisamment. Denver, ouais, peut-être s'il y a un cheval noir, c'est peut-être Denver pour moi, quoi. Mais ça peut être intéressant. Il peut y avoir un upset, mais ça reste quand même assez improbable, enfin très probable plutôt qu'on voit un KC Buffalo pour le match du Championship AFC, quoi. Et si Et nos amis, nos amis de Baltimore n'étaient pas la meilleure équipe de l'AFC? Malheureusement, j'aurais tendance à me ranger de ton côté là-dessus. moi, je crois en la victoire de Pittsburgh ce week-end, donc pour moi, c'est ça. Ça ne rentre Oui, pas en mais compte. ça n'empêche que sur le papier, là, moi je suis un peu d'accord avec toi avec Kansas, par exemple, mais bon, ça reste Mahomes. Et encore une fois, on l'a vu sur un match coup près. Il est trop fort. Moi, j'ai parié tellement de fois contre lui que je parie plus que contre lui. Tu vois, Ouais. c'est fini maintenant. C'est comme, J'ai perdu trop d'argent. c'est comme à la grande époque de Cristiano Ronaldo au Real, quoi, quand ils font les 3 Ligues des Champions. C'est un peu, tu peux pas parier contre cette équipe dans les matchs à élimination directe. C'est trop. Il y a une sorte de maîtrise de ces moments clés. Je pense que ça passe. C'est pas. Tu peux dire c'est un peu aussi les autres qui se font dessus quand ils les affrontent, mais je pense qu'au bout d'un moment, Ouais, c'est vrai. il faut rendre il faut mettre les mecs sur le devant de la scène. Andy Reid, je pense, c'est un des plus grands coachs Sûr. depuis. Enfin, ce qu'il fait à Kansas, c'est qu'ils arrivent à chaque fois à être compétitifs. Ça quand même. Ouais. Alors qu'il y a des galères, il y a des soucis, ça fonctionne pas. Et Ils n'ont pas de receveurs comme nous, pour moi, mais ils gagnent quand même des matchs. ouais. Si, Ouais, ils ont Juju. c'est vrai qu'ils ont Juju, putain. Il y a catch contre Pittsburgh en plus. C'est qu'on a 2 catchs par c'est match, vrai. donc c'est pas non plus, voilà, c'est pas le Juju qu'on a connu chez nous. Non, mais oui. Avant de, Mais pour moi, ce sera quand même les Ouais. Chiefs au Super Bowl. bon, du coup, j'ai une Chiefs bonne de idée de 3-1. ce que vous voyez comme affiche au Super Bowl, mais avant, tant qu'on est dans la AFC, on en a parlé, on s'est posé la question la semaine dernière. Finalement, retrouver Baltimore, est-ce que c'est un meilleur match-up que d'aller à Houston? Ou est-ce qu'on aurait quand même préféré aller à Houston pour jouer une équipe qui, en tout cas, a un moins bon bilan? Alors, est-ce qu'elle est moins bonne? C'est la question que je vous pose. Il y a une certitude, c'est que la chute aurait été moins brutale. Enfin, en cas de défaite à Houston, dans un environnement, ouais, contre une équipe que tu joues pas souvent, moins bien, enfin, on connaît là, on parle de la préparation, etc. On a vu contre des équipes contre lesquelles les Steelers n'ont pas l'habitude de jouer, c'est toujours plus difficile. Ça aurait pu flopper sévère pour moi à Houston, même si sur le papier ça restait plus abordable. Donc voilà, pour moi Baltimore c'est un match d'AFC Nord, c'est en tout cas beaucoup plus abordable que les saisons précédentes en playoff, l'année passée à Buffalo et 2 saisons avant à Kansas City. Pour moi, voilà. Alors oui, le dernier match, il fait mal au cul, mais les Steelers n'étaient pas non plus loin de revenir. Il y a eu quand même des faits de jeu, on en avait parlé dans l'épisode. Il y a eu des faits de jeu qui ont fait quand même que
que ça a tourné comme ça a tourné. Les Steelers ont battu Baltimore cette saison une fois. Les Ouais. équipes se connaissent bien. Si je fais confiance au coaching staff pour préparer un match, ce serait peut-être plutôt celui contre Baltimore que un match contre Houston, quoi. Ouais. Après, moi, mon avis, c'est que personnellement, j'aurais préféré les Texans parce que leur équipe est beaucoup plus faible que l'équipe des Ravens. Après, c'est clair qu'on a l'habitude de jouer les Ravens. Nos équipes sont tournées, enfin, le recrutement de nos joueurs sont tournés vers ces équipes-là, vers les équipes de la FC Nord. On recrute pour battre les équipes qu'on affronte 2 fois par année. Donc, forcément, on sait se préparer contre ces équipes-là. Après, je ne mettrai pas les Steelers perdants, mais je pense pas qu'on. je pense. Non, je peux pas. Ça veut dire que j'y crois pas. Non, je peux pas. Je me refuse. Mais euh, on va pas gagner. Là, ils sont. Il nous met pas perdant, un mais on rouleau gagnera pas. compresseur. Voilà, c'est ça. Ça veut rien dire. mais Le c'est match ce que je nul dis. interminable. J'ai préparé des raisons d'y croire. Bon, Ça, écoute, ça vous Ah, dit ou... la transition aurait été parfaite, sauf que j'avais dit qu'on donnerait notre pronostic pour le Super Bowl. Alors on fait ça très rapidement. Je vais commencer du coup. Je crains de voir un Détroit Baltimore. Je le crains, mais quelque part c'est bien. Au moins j'aurai un favori très très clair pour le Super Bowl. Pour moi, je l'ai dit, c'est Chiefs Baltimore, Chiefs Détroit, pardon. Je ne parie comme Polo plus contre Patrick Mahomes. Même si je préférerais un Buffalo Détroit, parce que Josh Allen mérite quand même d'aller au Super Bowl. moi, pareil, je pense Buffalo Détroit. Buffalo Détroit, parce qu'il y en a assez de Patrick Mahomes, là, il nous fait comme Tom Brady, là, il y en a assez de lui, j'en ai marre de le voir. Moi, pour changer, je vais dire Chiefs Eagles. Ah, Le remake. En fait, personnellement, tous les match-ups me plairaient pas mal. Ça ferait des beaux matchs dans tous les cas. c'est clair. Il n'y a pas les Niners, donc c'est bon, quoi. Moi, j'avoue que une des tendances que j'ai, c'est que plus une équipe a de Super Bowl, plus j'ai envie qu'ils perdent pour pas nous rattraper avec les 6. C'est vraiment une logique d'enfant, hein. Je ne dis pas le contraire, mais ça sera toujours le cas. Je suis pareil. Je suis pareil. Du coup, Polo, tu nous as mis l'eau à la bouche. Les raisons d'y croire contre les Ravens samedi soir. Ouais, j'ai préparé ça, j'ai mis ça dans 2 catégories, un peu l'histoire, l'irrationnel et le rationnel un peu plus. Donc dans la première catégorie, l'histoire, l'irrationnel, Lamar Jackson en playoff, c'est 2 victoires et 4 défaites. Okay. Steelers contre Baltimore, c'est 8 victoires sur les 10 derniers matchs. Steelers à Baltimore, 4 victoires sur les 5 derniers matchs, 6 victoires sur les 8 derniers matchs, sinon. Selon le segment que tu regardes, mais bon, 6 victoires sur les 8 derniers matchs, si on veut regarder ce segment-là. Est-ce que je peux t'interrompre? J'ai une question à te poser. Ouais. C'est bien qu'on ait gagné tous les matchs d'avant, mais le match qui arrive, comment tu vas nous faire espérer? Je t'ai dit les raisons d'y croire, c'est l'irrationnel, je te dis, c'est l'histoire. Et on les a joués en playoff, on les a joués 4 fois, on les a battus 3 fois. Bon, la dernière fois, ils nous ont battus, c'était en 2014. Et c'est la première fois que le match de playoff va se jouer à Baltimore. Donc, on les a toujours joués en playoff chez nous. Et pour ce qui est du rationnel, j'ai seulement deux points. Zay Flowers, blessé peut-être, ou c'est sûr, je ne sais pas. En tout cas, il est je pense qu'il est très incertain avec sa blessure au genou. Ouais. Et le deuxième match contre Baltimore, le match que l'on perd, Deshaun Elliott et George Pickens n'étaient pas là. Voilà. Donc je pense que dans tous les cas, c'est un trou de souris, mais peut-être que c'est un peu les raisons, on peut s'accrocher. Voilà. J'en profite que tu aies parlé de Zay Flowers pour faire un point très rapide sur les absents potentiels de chaque côté. Effectivement, Zay Flowers semble assez mal parti pour jouer, ce qui est très bon pour nous parce que le jeu de passe des Ravens tourne beaucoup autour de lui. Et leur safety aussi, Cal Hamilton, qui est pareil limité à l'entraînement avec une blessure au genou.
On n'en sait pas plus sur son statut, ses possibilités de jouer. Ça peut être juste géré avec un entraînement partiel en début de semaine. Chez nous, finalement, il n'y a pas grand-chose. La seule chose à noter, c'est Mason McCormick. Malheureusement, que s'est fait une fracture de la main gauche. Il a quand même joué quelques snaps après ça, ce qui est vraiment un truc moi qui me comprendrai jamais. Je suis toujours abasourdi par les mecs qui se cassent un os et qui continuent à jouer. Bref. Et d'ailleurs, il a déclaré que non seulement il pense jouer samedi, mais en plus sans aucune protection à la main. Le mec est un zinzin, c'est bien. C'est dans l'esprit Steelers, ça me va. Ça me va très bien. Au-delà de ça, Cam Ward était malade en début de semaine, mais a priori, rien ne laisse penser qu'il sera pas là samedi. Et puis ça fait partie des joueurs qui peuvent ne pas s'entraîner de la semaine et qui auront toujours la confiance de Tomlin pour jouer le week-end. Voilà, c'était un point très rapide sur la santé. Polo, tu veux rajouter quelque chose? Non, j'ai juste dit, Cam Ward était malade le jour du match. C'est vrai. Il a joué malade, ouais. C'est vrai, ça avait commencé la veille. Et encore faire un match de titan. Ouais. William, tu allais dire quelque chose? T'as des raisons d'espérer, toi? Oh, oui, j'ai des raisons d'espérer. C'est les mêmes raisons que j'avais données, je pense, avant le match, le match retour contre Baltimore. Hein. C'est que Lamar Jackson, en règle générale, on arrive à le contenir. C'est ce qu'on a fait au premier match. Je prends pas le premier match en référence parce qu'on a gagné sans marquer un seul touchdown. C'est parce qu'on avait une défense incroyable. Oui, on refait ça ce week-end, je le prends avec plaisir. On gagne 3-0. 3-0, je le prends. C'est clair que oui, on prend toutes les victoires, mais on va pas prendre ça en référence. Moi, je prends plus le fait que Lamar Jackson, on sait le contrer. L'histoire montre que ce soit en playoff ou en saison régulière, depuis l'arrivée de Lamar, on est assez fort contre eux. Bon, là, c'est chez eux, donc ça va être compliqué. La raison d'y croire, c'est que est-ce qu'il y a des raisons d'y croire? Tu vois, ça vient pas tellement ça va être compliqué. Mais je vais le voir ce match. À 2h du match, je vais rester éveillé, hein, je vais regarder. Hein. Mais je sais même pas exprimer. Je te pose la question différemment, oui. Peut-être que ça va être dur. Peut-être que ça va t'aider si je te pose la question différemment et si je te demande que vont devoir faire les Steelers pour gagner ce match. Ça, c'est. Il y a une chose qu'on sait déjà faire, donc c'est contenir Lamar Jackson. Donc ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est celui qu'ils ont recruté là, hein, Derrick Henry, hein, le roi. Lui, il faut le garder en dessous des, faut le garder en dessous des 90 yards. J'ai vu une stat passer. Si Derrick Henry passe les 90 yards, cette saison, ils sont à 10-0. 10-0 si Derrick Henry passe à plus de 90 yards. Donc, j'ai pas vu cette stat. C'est le premier élément à bloquer chez eux en attaque. Ensuite, s'il n'y a pas Zay-Flower, c'est parfait. Malheureusement, on a Rashad Bateman qu'il va falloir stopper aussi parce qu'il est un peu chaud en ce moment. Et dans leur défense, ils jouaient très mal en début de saison, enfin en milieu de saison. Quand ils nous ont rencontrés, ils n'étaient pas très forts. Mais là, ça va mieux. Et ils ont une ligne qui est beaucoup plus forte que celle des Bengals d'ailleurs. Avec, je crois qu'on a Carl Van Noy à 12 sacs, on a Odafe Oweh à 10 sacs, on a Madubuike à 6 sacs. Ils sont forts là où on est faible. Donc nous, notre ligne en ce moment, elle a des petits soucis. Donc si on arrive en une semaine là, à régler ces soucis de ligne, on arrive à avoir un plan de jeu où on passe la balle, parce que il va falloir qu'on passe la balle. Ça marche pas les courses. Donc si on arrive à passer la balle, si on arrive à contenir leur D-line, normalement on gagne ce match. Je vais appuyer tout ce que tu viens de dire, Will, avec quelques chiffres. Baltimore, c'est effectivement la meilleure attaque de la ligue en termes de yards par match, et je crois qu'ils ont 20 yards de plus que le deuxième, donc c'est de très loin. Ils arrivent à être premiers dans ce domaine en ayant un nombre de yards de sol incroyable, 188 yards par match. J'ai l'impression que c'est du jamais vu. À la passe, ils sont pas si mauvais, ils sont 7e de la ligue.
Donc, c'est pas comme s'ils avaient une seule force. Ils sont aussi capables, dans le jeu de passe, de battre un adversaire. Défensivement, par contre, c'est la 10e défense en termes de yards par match. On pourrait dire défense moyenne, mais c'est vraiment les extrêmes. Ils sont deuxième pire équipe contre la passe et meilleure équipe contre la course. Donc, on va revenir à ce que tu disais tout à l'heure, William, quand on parlait du game plan. Là, pour moi, on n'a pas le choix. Il faut forcément s'adapter Ouais. à leurs faiblesses. Je veux dire, c'est évident qu'ils ont une faiblesse qui est le jeu de passe. Euh, si on revient avec le même plan de match qu'on a fait contre les Bengals en disant, voilà, comme Polo disait tout à l'heure, c'est notre identité, on veut jouer au sol, blablabla. Pourquoi voilà, j'ai pas de bonne expression en tête, mais c'est un petit peu pourquoi tu veux courir contre un mur quand il y a un escabeau juste à côté qui te fait passer au-dessus des 3 briques, tu vois. Pour moi, c'est vraiment voilà, le plan de jeu est assez évident. Est-ce qu'on va être capable de prendre ce risque-là? Je ne sais pas. J'ai une autre stat aussi peut-être qui va être intéressante. Et là, je réponds à ma propre question par rapport à ce qu'il faudra faire, au-delà d'avoir des receveurs capables d'être là pour le jeu de passe, c'est les turnovers. Et là, je vais aller dans le sens de ce que tu disais, William, tout à l'heure, en termes de prise de risque, qui risque d'être encore moindre que la semaine dernière. C'est que Baltimore ne fait pas beaucoup de take-away, donc ne cause pas beaucoup d'interceptions de fumble. Ils en ont 17, c'est un peu dans la moyenne basse de la ligue, donc c'est pas beaucoup. Mais ils sont troisième en termes de turnover concédés par leur attaque, avec seulement 11 toute la saison. Et donc la bataille des turnovers est toujours très importante. Tomlin en parle tout le temps, c'est un de ses sujets préférés. Et si tu arrives dans une bataille de turnover contre quelqu'un qui n'a jamais la balle, j'ai peur que sa priorité pour l'attaque soit la sécurité du ballon, surtout quoi que vous fassiez, pas de turnover. Et effectivement, on se retrouvait encore avec un game plan comme on a vu samedi dernier, ultra conservateur, avec des courses, des passes très courtes, pour surtout ne prendre aucun risque. Encore une fois, j'ai l'impression d'être très négatif, mais je pense que l'histoire de Mike Tomlin, l'histoire des Steelers, y compris cette saison, je pense que mes peurs sont peut-être justifiées. Bah, je pense que t'as assez raison. Ça m'étonnerait que sous prétexte, sous la vindicte populaire de ah, ça fait tant d'années que tu n'as pas gagné de match de playoff, tout à coup il y a eu une révélation. On se dit ok, il faut que je tente le tout pour le coup. Mon poste est en danger. Je pense qu'il se sent pas en danger. Je pense que la franchise globalement va plutôt bien et on pourra en parler dans peut-être un prochain épisode de bilan. Mais est-ce que vraiment on voyait avant le début de la saison Pittsburgh gagner un match de playoff? Donc, enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut parler. Le scénario pendant longtemps, une bonne partie de la saison était au-delà des espérances. Finalement, il est revenu un peu au niveau attendu, voire peut-être légèrement au-dessus, légèrement en dessous. Ça dépend des perceptions de chacun. Mais bref, moi, donc je le vois pas effectivement changer complètement et tenter le tout pour le tout pour le tout. Est-ce que ça serait vraiment tenter Euh, le tout pour le tout ou est-ce que ça serait juste essayer de profiter des faiblesses de l'adversaire et pour une fois, faire un oui, game plan qui est spécifique à l'adversaire que tu vas retrouver sur le terrain mais je pense que plutôt que s'il était là et s'il pouvait te répondre, il te dirait mais d'accord, mais la sécurité de la balle, le turnover battle, pour lui, c'est genre c'est la Triforce quoi. Il y a ball security, time of possession et turnover differential quoi. Et en fait, tant qu'il y a ça, il se dit je peux gagner un match avec 2 turnovers de plus que mon adversaire si j'ai 150 yards de moins quoi. Parce que c'est les statistiques le montrent. Les 8 matchs sur les 10 gagnés, je les ai pas en tête, mais je pense que la plupart, Pittsburgh a moins de yards que Baltimore, mais ils gagnent les matchs parce qu'ils ont sans doute plus de turnovers. Et je vois mal se virer de cette ouais, philosophie-là, surtout dans un match contre un adversaire comme les Ravens. Mais après, s'il y a effectivement vraiment une chose à faire pour les arrêter, c'est, oui, il l'a bien dit, c'est arrêter Derrick Henry. Ça avait absolument pas été le cas lors du dernier match où il a couru pour 162 yards en 24 tentatives, 24 portées, donc c'est une moyenne de quasiment 7 yards par course. Donc si le premier drive de Baltimore, on voit Derrick Henry prendre 10 yards par course, ça risque de sentir un peu mauvais. Si au contraire, il fumble sur son premier carry, comme c'était le cas lors du match, le premier match Monsieur contre Herbig. Baltimore de la saison, ce monsieur Herbig qui a forcé ce fumble, ça peut complètement déjà perturber la rencontre dès le début.
Voilà, donc il faudra des splash play. Il faudra du splash play. Et globalement, c'est ce qui a manqué ces 4 derniers matchs en défense. Il n'y a pas eu de. Bon, il a peut-être eu une interception, un fumble forcé, mais ce qu'on retenait sur les matchs du début de saison, c'était plein de splash play chaque match, 3, 4, aussi quelques-uns en attaque. Et ces derniers matchs, ça a manqué. Donc, des actions d'éclat et des joueurs comme TJ Watt, comme peut-être Fitzpatrick, comme Billy Bishop, qui surgissent et qui font tourner la partie en un ou deux snaps, quoi. Donc, un avis différent? Moi, je pense que la défense globalement sera au rendez-vous. Je suis pas inquiet. Moi, encore une fois, je reviens sur l'attaque. Et le truc, je me disais, je demande pas une attaque flamboyante. Moi, si tu me dis, samedi, on a de nouveau l'attaque de novembre ou de tout début décembre. Ouais, je pense qu'on peut le faire parce que ça veut dire qu'on peut mettre des field goals, on peut avancer le ballon, on peut les mettre en danger. Mais si tu as l'attaque des 4 derniers matchs, c'est impossible. Tu ne gagneras pas. Et vous parliez des scénarios et de Lucien, si Derrick Henry fait 10 yards dès le début, on est mort. Un truc que je parlais la semaine dernière, et je suis allé revoir les stats. Sur les 5 derniers matchs de playoff des Steelers, il y a 66-0. 66-0 sur les 5 derniers matchs des playoffs. C'est 14. Contre Buffalo, c'est 14 points. Contre les Chiefs, il y avait 0-0 après le premier quart. Ouais. Au premier quart, ok. Pardon. Premier carton. Donc 14 points pour Buffalo après le premier, 0-0 contre les Chiefs, 28-0 contre Cleveland, 14-0 pour Jacksonville et contre les Patriots, il y avait 10 points. Donc encore une fois, c'est le scénario. Paulo, merci d'avoir fait cette recherche, mais surtout pas merci de nous en parler parce que vraiment là, ça met un coup. Là, c'est impossible. Si t'as 14-0 après le premier carton, c'est mort. Il y a un élément dont on n'a pas trop parlé, enfin Will en a parlé, on n'a pas rebondi dessus, c'est effectivement leur pass rush, leur ligne défensive. Et pour moi, il y a 2 façons d'essayer de les minimiser. La première, c'est ce qu'on n'a pas fait de toute la saison, qui est d'aider nos tackles qui sont en difficulté. C'est une option. Tu rajoutes un Darnell Washington, tu demandes à Pat Freiermuth de bloquer un peu plus. Voilà, t'es en max pro, t'as aussi Jalen Warren que tu peux jouer, qui est un des meilleurs running back en termes de pick-up de pass rush. C'est une option, c'est vraiment tu protèges Russ autant que tu peux, tu mets autant de murs que tu peux autour de lui. L'autre possibilité, et je vais repartir un peu sur ce qui serait peut-être ma préférence, on prend les faiblesses des Ravens, ils ont des difficultés dans le jeu de passe, qu'on fasse des sets avec 4 receveurs. On n'en a pas fait de la saison, à ma connaissance, mais 4 mecs au large, plus Pat Freiermuth en tant que tight end, et joue un petit peu de spread pour les forcer à ne pas pouvoir mettre plus de 4 mecs dans le pass rush. S'ils arrivent à faire un peu de blitz, très honnêtement, on va manger 5 sacs. Force-les à mettre 4 pass rushers maximum et voilà, fais-les défendre sur le périmètre, qui est leur faiblesse. Et donc, pour moi, il faut s'en servir d'autant plus si Cal Hamilton ne peut pas jouer ou est limité. J'avais vu que c'est même pas une équipe qui blitz beaucoup, tellement en fait que leur ligne, elle est forte. C'est pas une équipe qui blitz énormément. Et qui, en fait, voilà, qui repose sur ces 4 D-line. C'est incroyable. Et puis t'as aussi Roquan Smith. Enfin bref. Les clés, je pense, pour gagner, ça va être d'attaquer leur DB là. Je sais pas si c'est un rookie ou pas. C'est Stevens, son nom, qui est un peu plus faible que tous les autres sur la saison. Il est souvent attaqué, il est souvent ciblé. Donc ça peut être un moyen de marquer un peu plus qu'eux. Tiens, comment tu le vois, toi? Quelle serait ta recette pour protéger Russell ou lui permettre en tout cas d'exprimer son jeu et de faire briller les receveurs? Justin Fields. Oh là là! Il a attendu l'heure d'enregistrement pour lâcher la bombe. L'heure de jeu. Vas-y. Non, je pense pas qu'il faut. Enfin, il start Justin Fields, mais
des petits packages. Il était entré sur le premier match contre Baltimore. Il avait été décisif en partie. Je pense que sur des third and one, ça a manqué ces derniers matchs. Il y a eu notamment le dernier contre Cincinnati là où la quatrième tentative assez tôt dans le match n'est pas transformée parce que sur le deuxième down, Freiermuth chope juste pas le first down. Derrière, sur third and one, il rate un QB sneak. Et sur la quatrième, je crois que c'est un running back qui se fait juste tacler avant le ligne. Et sur ces plays-là, il était rentré quelques fois Fields et ça avait fait la différence. Donc pourquoi pas le réutiliser à nouveau. En tout cas, les journalistes lui ont posé la question après l'entraînement hier ou aujourd'hui, je sais plus. Et il avait l'air de dire en tout cas, il se sentait prêt, il est rétabli de sa blessure aux abdominaux. Moi, je le vois bien, en tout cas, entrer sur 2 ou 3 plays. Parce que mine de rien, il a une part de responsabilité dans le bon début de saison et je pense que c'est un joueur sur lequel il faut s'appuyer pour amener un petit peu, même si c'est évidemment très très prévisible. Là, il l'avait dit lui-même. Exactement. Je comprends pas comment ça marche quand je rentre. Ils doivent savoir que c'est moi qui rentre pour courir, mais en fait, il est juste tellement, il est quand même très 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 fort, très très vif. Et il y a juste le petit peu d'incertitude, tu sais jamais trop. Ça peut complètement jouer. Enfin, en tout cas, il en joue admirablement. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il sera utilisé. Il y aura des paquets pour lui. La grosse, comment dire, la peur que j'ai, c'est qu'effectivement le play call soit aussi catastrophique que je crois le dernier match qu'il a joué, où on s'est dit, allez, Justin Fields, il a fait 2-3 courses, super, il a pris le first down, super. On va le mettre sur le terrain et puis on va faire un petit fake, on va faire une play action qui en soi me dérange pas du tout. Mais pour envoyer une bombe sur la sideline en 3e et 1 ou 3e et 2, franchement, non. Voilà. Fais-le jouer de façon intelligente. Je suis pas du tout contre quelques passes. Il fait des passes avec un pourcentage de réussite qui sont plus élevés que ça. Et je pense que même au-delà de jouer simplement des courses voilà, qui sont un QB run par design, jouer de la RPO, jouer de l'option et puis laisser lui un petit peu lire la défense, même si on a vu en début de saison que c'est peut-être pas sa force et qu'il a tendance à peut-être prendre sa décision avant le snap. Mais je pense que c'est bien aussi d'avoir cette menace double quand Justin Fields est sur le terrain. Ouais, à fond. Et puis juste pour terminer sur la recette, ou en tout cas plus qu'une recette, je crois qu'il faudra des performances, ou en tout cas des plays de certains joueurs en attaque. Évidemment, il faut que Pickens ait des catchs, il faut qu'il ne drop pas 3 passes. Il faut que Jalen Warren ait le ballon sur des petites, notamment dans le jeu de passe. Je trouve qu'il n'est pas assez utilisé ces derniers temps. Il est à chaque fois qu'il entre ou qu'il reçoit une petite passe, des fois sur des third and 9, third and 8, il arrive sur des screens ou sur des checkdowns, il est servi et puis il y a une sorte d'explosivité. Ça, je les ai pas en tête, mais j'associe beaucoup Warren à des étincelles dans des drives, à des moments des matchs des Steelers, et je trouve que c'est un joueur qui est trop trop important. Et tu l'entends à chaque fois, les commentateurs qui commentent les Steelers, ils saucent trop Warren à chaque fois. Il amène quelque chose de différent. Alors c'est clair que si tu le fais rentrer dans une ligne défensive en mode bulldozer, il va se prendre des murs, mais il a des capacités assez folles qu'il faut utiliser. Donc des plays de Warren, du Pickens, quand même un peu de course solide de Harris. Il faut tout le monde, quoi. Il faut que, voilà, et Wilson qui est propre. Pas besoin de sortir un match à 400 yards avec 4 touchdowns, mais un ou deux touchdowns, pas d'interception. Et puis, aussi, il nous faudrait un gros play sur Special Teams, ce qui n'est pas arrivé depuis quelques matchs. C'est même arrivé en notre défaveur, là, contre Bengals ou Fumble de c'est Calvin Austin. Austin qui fumble, ouais. Et ça, c'est clair que il t'en a un ou deux, ça change le match, quoi. Et on a beaucoup parlé de Danny Smith en début de saison, on en parle un peu moins ces derniers temps. Donc c'est le moment que son escouade nous cuisine quelque chose. Même si on a le punt qui est un petit peu muffed par les Bengals, c'est un coup de chance énorme, hein. Ça touche le pied d'un mec et par contre Connor Heyward fait un super play derrière pour aller la récupérer. Je dois le dire. Mais c'est vrai que quelque part, même les splash plays qu'on a eu sur les special teams récemment, quelque part, on n'a pas profité. Voilà, ça nous a donné une bonne position sur le terrain, parce que souvent, c'était
sur les plays de couverture plutôt que sur les retours. Mais je crois que je sais même pas si on a marqué un touchdown derrière. Je crois qu'on prend un field goal il y a 2 semaines. On finit par punter une fois ou deux. Ce qui pourrait vraiment nous aider pour aller dans ton sens, c'est que un splash play aille au bout et qu'on marque même des points par l'équipe spéciale ou des points par la défense. Pareil, les quelques pics qu'on a récemment, ils font beaucoup de bien forcément. Mais souvent, comme disait Paulo tout à l'heure, on attend la red zone pour faire un pick. Alors que si on pouvait le faire et avoir une chance d'un retour d'un pick six, ça serait quand même sympa. Après, si on n'a pas réussi à le faire Mhm. contre le dieu du pick six, Jameis Winston, c'est plus difficile face aux autres. C'est vrai. Et puis, il faut pas. Enfin, ça est arrivé contre les Chiefs il y a 3 ans, Oui, oui. TJ Watt, où Pittsburgh mène au score grâce à un scoop and score de TJ Watt, et au final, bon, c'est vrai. la messe était Alors, rapidement dite moi, aussi, on avait mais espéré 5 minutes. il y avait eu cet espoir complètement fou, ouais. C'est vrai. On se Putain, lance. c'était beau. On se lance dans les pronos comme d'habitude, un score et un splash play. Ah, putain. Qui commence? Allez, j'y vais. 17-13. 17-13. Et un splash play. Allez, on va le donner à la défense. Un sack fumble de Highsmith. Non? Et un sack fumble qu'on recouvre, de préférence. Ouais, ça serait bien pour une fois. Oui, cette fois. Moi, je vais dire 23-20 pour Pittsburgh. J'y crois à mort. Il faut croire. L'espoir fait vivre. Mais essaye d'un petit peu mettre l'enthousiasme dans Euh, ta voix quand tu dis j'y crois à mort. Non, honnêtement, les deux dernières, enfin, contre les Bills la saison passée, j'y croyais absolument pas. Là, moi, j'y crois un peu quand même. Je pense qu'il y a un peu de place. Il faut faire abstraction de ces derniers matchs et puis y aller. Et puis, euh, et puis j'ai envie d'un field goal de la gagne de Boswell à 60 yards ou 59-60 yards. Je crois que je l'avais déjà prédit sur le match la dernière fois contre Baltimore, c'était pas arrivé. Je veux un game-winning field goal de Boswell qui est le meilleur kicker de la ligue. Tout le monde le reconnaît, mais il n'a pas eu encore cet honneur de marquer un field goal pour la gagne cette saison. Et ça fait même un moment, je crois. Moi, j'ai pas de souvenir assez récent de field goal de la gagne. Donc ce serait beau. Tout le monde reconnaît que Boswell est le meilleur kicker de la ligue. Je crois que c'est PFF qui a fait ses all team de la saison. Ils l'ont mis deuxième. Bref, on va pas revenir dessus. Le mec a raté deux kicks dans la saison de plus de 60 yards. Bref, Ouais. voilà. De mon côté, et en parlant des field goals potentiellement, il y a de la neige qui est prévue à Baltimore samedi, quasiment certain. Ça peut aussi avoir une incidence sur le match. De mon côté, je vais avoir un score très similaire du tien, Lucien. J'étais sur éventuellement un 23-21 pour les Steelers, même si je pense que ils ont quand même Justin Tucker, les Ravens, donc ils prendront des field goals. Et en termes de splash play, je vais dire un truc de fou. Je sais pas si vous êtes prêts. Roman Wilson, Roman Wilson, J'y ai pensé, j'y ai pensé. Roman J'y ai Wilson pensé aussi. sera actif. C'est déjà, Ah, ça, c'est un splash play. Hein. Ah, ça, c'est un J'allais dire, il prend un snap. non, en vrai, Mais on actif. s'en fout. C'est les playoffs. De toute façon, il faudra un truc différent. Roman Wilson, ciblé une fois pour une réception et un touchdown. La Mike Williams special. Ouh. Ouais. Ouh. J'y crois autant que quand Lucien a dit oh, j'y crois. Je vois absolument pas Tomlin lancer un rookie sur un match comme ça, mais. T'as peu de chance. Après, écoute, ils ont ouvert Mais sa fenêtre d'entraînement avant de l'activer. Donc, s'ils font ça pour rien, je trouve ça un peu bête, mais bon, peu importe. Peu importe. non, mais ils font ça pour le Super Bowl. De quelle année? Quelle année? Super Bowl 93. Bref. Écoutez, merci à vous, merci à Polo aussi qui a dû nous quitter en cours d'enregistrement. On se retrouve peut-être la semaine prochaine sans certitude. Je serai effectivement aux États-Unis à partir de ce week-end. J'ai une voiture de Pittsburgh à Baltimore. J'espère que la neige ne m'empêcherait pas d'aller au match. J'ai la place, j'ai l'hôtel sur place. J'essaierai de partager au maximum cette expérience avec vous. J'emmène au drapeau, hein, Steelers France, évidemment. J'espère que peut-être vous pourrez me voir. Je suis placé assez bas, hein, j'ai craché la thune. Donc voilà, j'espère que vous pourrez me voir et j'espère surtout que je serai pas
je vais pas en déprime après un carton, malgré la stat que Polo nous a sortie tout à l'heure. Ok, bonne soirée à vous, bonne fin de semaine, et puis on croise les doigts pour un petit miracle samedi soir à Baltimore dans la nuit. Restez debout les playoffs, il n'y a pas d'excuse. Si tout va mal, Ouais. vous pourrez couper à la mi-temps, mais non, il n'y a pas d'excuse pour les playoffs pour rater un match. Merci à vous, salut tout le monde, et comme Merci toujours, Romain. here we go. Salut les gars.